Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans, je suis né et j'ai grandi dans la banlieue résidentielle de Lyon, vivant toujours assez près pour que ma famille puisse m'atteindre dès qu'elle décide que je peux lui être utile. Depuis la rue, la maison de mes parents a l'air paisible. Un crépi blanc impeccable, des parterres de lavande bien taillés, et des carillons qui teintent doucement même quand l'air est calme. À l'intérieur, la paix a toujours été synonyme d'obéissance. La normalité dans notre famille est simple. Ma mère joue la comédie de la chaleur humaine. Mon père contrôle tout par le silence. Et mon frère cadet, Lucas, est pardonné avant même d'avoir demandé. Lucas a passé des années à repartir de zéro. Préparation esthétique automobile, réparation de smartphone, et maintenant un garage bien à lui. Chaque échec devient une tragédie nationale, une injustice que le monde lui inflige. Et chaque sauvetage devient ma responsabilité, parce que c'est moi qui ai un bon dossier de crédit et un emploi stable dans la fonction publique. J'appelais ça de l'amour autrefois. C'était en fait un dressage. Le dîner de Pâques était censé être sans danger. Gigot d'agneau, œufs en chocolat, sourire forcé. Puis mon père a tapoté son couteau contre son assiette. Un petit bruit sec qui a fait taire la pièce. Ton frère a besoin que tu te montres solidaire, a-t-il dit. Ma mère n'a même pas laissé Lucas parler. Il a trouvé un local pour son garage. Il a besoin d'équipement. La banque refuse de le suivre. J'ai senti l'air se raréfier. Alors, vous voulez que je prenne le prêt à mon nom? Mon père a dit ça comme s'il me demandait de passer le sel. Lucas a fini par me regarder avec un sourire crispé. Tu signes, je paye. C'est simple. Non, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux, offensée par le concept même d'un refus. Camille, ne sois pas égoïste. Je ne m'endetterai pas pour Lucas, ai-je répondu. Pas encore une fois. La voix de mon père s'est refroidie. Surveille ton ton. Le sourire de Lucas est devenu tranchant. Tu fais l'intéressante parce que tu te crois meilleur que moi. Je fais surtout en sorte que les huissiers n'appellent pas à mon bureau, parce que c'est ce qui s'est passé la dernière fois, ai-je rétorqué. Le sourire de ma mère a disparu. C'est Pâques. Ne rends pas les choses laides. C'est vous qui rendez tout ça laid, ai-je dit, et je détestais sentir mes mains trembler. Mon père s'est levé, calme, définitif. Si tu refuses de soutenir cette famille, tu peux partir. J'ai attendu que le bluff s'arrête. Ce n'est pas arrivé. Ma mère est sortie et est revenue avec un sac poubelle noir qu'elle m'a fourré dans les bras. Prends tes affaires, a-t-elle dit. À l'intérieur, il n'y avait ni mes vêtements ni mes documents. C'étaient de véritables déchets, des prospectus, du plastique cassé, un vieux bol ébréché, un message que l'on pouvait presque sentir. Mon père a désigné la porte. Dégage. Lucas a ricané. Par toi-même, c'est ça? Ma mère a prononcé sa réplique comme un verdict, tu n'es capable de rien par toi-même. Je suis sorti en portant leurs ordures. Je n'ai pleuré qu'une fois la portière de la voiture fermée. Ma mère a envoyé le premier SMS, reviens et demande pardon. Ton père est blessé. Puis mon père, si tu pars ce soir, n'espère aucune aide plus tard. Puis Lucas, comme s'il était la victime, je pensais que tu m'aimais. Ils n'ont pas demandé où j'allais dormir. Ils n'ont pas demandé si j'avais de quoi mettre de l'essence. Ils se souciaient seulement du levier de pression qui leur échappait. À minuit, j'étais garé sous un lampadaire près d'un supermarché, recroquevillé sur mon siège arrière parce que tous les hôtels étaient complets, et mon compte affichait 194 €. Le week-end de Pâques, des familles partout, aucune chambre pour la fille qui refusait d'être une carte bleue sur pattes. J'ai quand même tenté 3 motels parce que le déni était tu. Le premier réceptionniste a jeté un coup d'œil au hall rempli d'enfants en tenue de fête et a dit « Ma petite dame, on est complet depuis des semaines. » Le deuxième endroit proposait un prix qui aurait englouti tout mon solde en une nuit. Au troisième, un homme derrière une vitre blindée a ri comme si je venais de raconter une blague. J'ai acheté un sandwich de station-service que je n'ai même pas goûté et je me suis assise dans ma voiture avec le sac poubelle sur le siège passager, comme un chaperon. J'ai essayé d'appeler des amis. L'un n'a pas répondu. Une autre a décroché mais semblait si prudente, comme si ma vie était une tache de vin qu'elle ne voulait pas voir sur son tapis. Après ça, j'ai arrêté. Dans l'obscurité, en cherchant un peu de chaleur, mes doigts ont trouvé quelque chose de froid dans la poche de ma veste.
du métal, lourd, une carte noire aux bords usés, avec l'inscription fiducie privée gravée dessus. Ma grand-mère Élise me l'avait donnée quand j'avais 8 ans dans son jardin, avec l'odeur des lilas dans l'air et sa voix basse. N'utilise ça que si un jour tu te retrouves complètement seul, avait-elle dit. J'avais ri à l'époque. Elle, non. Ne la montre ni à ta mère, ni à ton père, avait-elle ajouté. Et surtout pas à Lucas. C'est une porte de secours. À l'aube, le dos en compote, j'ai conduit jusqu'à l'adresse gravée sur la carte. La banque trônait au centre-ville comme un vieux palais de justice. Des colonnes, de la pierre, aucune publicité. À l'intérieur, le hall était si chaleureux que c'en était presque insultant. Des gens étaient assis dans des fauteuils en cuir comme s'ils étaient chez eux. J'avais l'air d'avoir été froissé et laissé dehors toute la nuit, ce qui était le cas. La réceptionniste a pris la carte et son sourire s'est figé. Ce n'était pas du jugement, mais de la reconnaissance. Je vais chercher quelqu'un, a-t-elle dit avant de disparaître. Quand Marc est apparu, il n'a pas souri de la façon dont on sourit aux clients. Il bougeait comme quelqu'un qui vient d'entendre un nom familier là où il ne devrait pas être. Camille, a-t-il demandé. Oui, ai-je réussi à articuler. S'il vous plaît, a-t-il dit en me guidant vers son bureau. Il a tapé le numéro dans son système. Son visage est passé de la neutralité à la tension, puis à quelque chose comme un choc. Puis il a levé les yeux et a chuchoté, « Mademoiselle, asseyez-vous, je vous en prie. » Je suis assise, ai-je répondu trop vite. Restez bien assise, a-t-il corrigé. Sa main survolait le clavier comme si la vitesse pouvait briser quelque chose. Cette carte n'est pas une carte de débit, a-t-il dit prudemment. C'est un accès. Un accès à quoi, ai-je demandé. Marc a dégluti. À un dossier confidentiel sous scellé. Mon estomac s'est noué. J'ai failli dire de l'argent. J'ai failli dire un héritage, parce que c'est ainsi que les histoires comme la mienne sont censées se terminer. Marc a secoué la tête comme s'il avait déjà entendu cette supposition. Votre grand-mère n'a pas laissé de fortune ici, a-t-il dit. Pas de la manière dont vous l'imaginez. Elle a laissé des preuves. Des preuves de quoi? Marc a cliqué une fois, puis s'est arrêté. Sa voix est descendue d'un ton. Je suis tenu de vous poser une question avant d'aller plus loin. Êtes-vous ici seul? Oui. Quelqu'un n'était-il avec vous quand vous avez décidé d'utiliser la carte, a-t-il demandé. Non. Pourquoi? Marc a expiré bruyamment. Parce que votre grand-mère l'a stipulé ainsi. Il a ouvert un document intitulé « Conditions de déclenchement ». Le langage était clinique, froid, presque bienveillant dans sa précision. La carte doit être présentée physiquement par la bénéficiaire. La bénéficiaire doit être seule. L'activation doit se produire après une rupture de soutien familial. J'avais la gorge sèche. Elle s'y attendait. Marc n'a pas répondu. Il a glissé un dossier mince vers moi à la place. À l'intérieur se trouvait une note notariée écrite de la main de ma grand-mère. L'encre était pâle mais ferme, certaines familles ne perdent pas leurs filles. Elles les égarent jusqu'à ce qu'elles en aient besoin. Si Camille arrive ici, cela signifie que l'abandon est consommé. Ouvrez la porte. Mes doigts pressaient le papier comme si le toucher pouvait la ramener dans la pièce. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Le regard de Marc a fuité vers la porte du bureau, puis est revenu vers moi. C'est la preuve d'une fraude, a-t-il dit. Le mot a pesé plus lourd que n'importe quel montant d'argent. Une fraude de quoi? Marc a serré les dents. Abus d'identité, prêt frauduleux, un montage qui passe par des comptes privés parce qu'ils ont l'air respectables de l'extérieur. J'ai écarquillé les yeux. Ma grand-mère était impliquée? Elle n'était pas impliquée, a corrigé Marc. Elle documentait tout. Il a cliqué à nouveau et l'écran s'est rempli d'entrées datées, de documents scannés, de comptes rendus de réunions enregistrées. Ce n'était pas un portefeuille boursier, ni des titres de propriété. C'était une chronologie, des noms, des numéros de compte, des demandes de prêt, et au centre de tout ça, une phrase répétée en tampon sur les pages comme un avertissement, emprunteur de référence. Emprunteur de référence. Emprunteur de référence. Marc a fait défiler les pages et mon souffle s'est coupé quand j'ai vu « Camille Martin, emprunteur de référence ». Ma vision s'est troublée. C'est moi.
Oui, a dit Marc doucement. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous asseoir. Mes mains sont devenues insensibles. Je n'ai jamais contracté de prêt. Je le sais, a-t-il dit. Mais quelqu'un l'a fait. En vous utilisant. Il a tourné l'écran légèrement vers moi. Le chiffre attaché à mon nom ne ressemblait pas à un solde bancaire. Il ressemblait à une blessure. 381 420 €. Passif exigible. Prêteur d'origine, Crédit d'équipement de l'Ouest. Statut, contentieux aggravé. J'ai dégluti avec peine. Alors ma grand-mère m'avait laissé. Une porte, a terminé Marc. Vers la vérité. Mon téléphone a vibré sur le bureau comme s'il se moquait de moi. Maman, papa, Lucas. Je n'ai pas décroché. Marc a regardé l'écran s'allumer. Ils appellent parce qu'ils ont besoin de quelque chose, a-t-il dit, sans que ce soit une question. J'ai acquiescé. C'est toujours le cas. Il a hoché la tête une fois, puis tout est allé très vite. Il s'est levé, a ouvert un tiroir verrouillé et en a sorti une enveloppe fine. Je vais être très direct, a-t-il dit. Camouflage. Le mot m'a retourné l'estomac. Marc a tapoté l'écran là où les dates étaient listées. Ce dossier montre des tentatives de refinancement de la dette, pour la réorganiser et lui donner une apparence légitime. Cela nécessite une seule chose. Il m'a regardé. Votre signature. J'ai eu froid dans le dos. Le message vocal de Lucas plutôt a résonné dans ma tête comme une gifle, le rendez-vous pour le prêt est aujourd'hui. Arrête ton cinéma et pointe-toi. Ce n'était pas parce qu'il avait besoin d'équipement, c'était parce qu'il avait besoin que je signe pour effacer un crime. Marc a saisi le téléphone de son bureau. J'appelle notre service juridique, a-t-il dit. Et je demande un blocage immédiat pour fraude sur tout nouvel instrument de crédit lié à votre identité. J'ai scié. Vous pouvez faire ça? Oui, a-t-il dit, mais ça va dégénérer, et je dois vous dire autre chose avant. Ma gorge s'est serrée. Quoi? Marc a cliqué sur un autre onglet. Votre grand-mère n'a pas seulement documenté le montage, a-t-il dit. Elle a documenté qui en profitait. Une liste s'est ouverte. Des sociétés écrans, des adresses qui ne ressemblaient à rien. Puis un nom familier, Lucas Autopassion, enseigne en cours de création. Ma poitrine s'est oppressée. Marc n'a pas semblé surpris par ma réaction. Il avait l'air grave. L'entreprise de votre frère apparaît dans le dossier, a-t-il dit, pas comme victime, mais comme bénéficiaire. J'ai senti quelque chose se figer en moi. Toutes ces années, tous ces nouveaux départs, tous ces sauvetages, toutes ces fois où on me disait que j'étais égoïste si je n'aidais pas. Il ne construisait pas sa vie. Il blanchissait ses échecs à travers la mienne. Le téléphone de Marc a sonné. Il a écouté, a hoché la tête 2 fois, puis a mis l'appel en sourdine et m'a regardé. L'avocate spécialisée arrive, a-t-il dit. Et Camille, si ce que je pense est en train de se produire, vous devez décider d'une chose. Ma gorge était trop serrée pour ma voix. Décider de quoi? Si vous allez les protéger, a-t-il dit, ou vous protégez vous-même. L'avocate est arrivée comme une tempête en tailleur, efficace, calme, aucune mollesse. Elle s'appelait Maître Moreau. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a demandé des faits, des dates, des messages, tous les prêts passés, chaque fois que ma famille avait eu accès à mes documents. J'ai sorti des captures d'écran avec des doigts tremblants. Lucas, signe, c'est tout. Je gère. Ma mère, la famille passe avant tout. Mon père, ne nous tape pas la fiche. Les yeux de Maître Moreau ne sourcillaient pas. Elle avait déjà vu ce schéma. Il ne demande pas, a-t-elle dit. Il conditionne. Elle a passé des appels pendant que je restais assise là, écoutant l'efficacité tranquille de gens qui ne discutent pas avec les manipulateurs mais qui les documentent. Alerte à la fraude auprès des banques de France. Un gel qui a transformé mon numéro de sécurité sociale d'outil en coffre-fort verrouillé. Puis elle a rédigé une mise en demeure qui se lisait comme un acte d'accusation. Toute tentative d'utiliser l'identité de Camille Martin pour un financement sera traitée comme une fraude et signalée aux autorités compétentes. J'ai fixé la ligne. Les autorités compétentes. J'entendais la voix de ma mère dans ma tête, ne fais pas ça en public.
Je n'avais pas réalisé à quel point on m'avait appris à confondre vie privée et obéissance. Le moment du retour de bâton est arrivé plus vite que prévu. Vers midi, Marc est sorti de son bureau, le téléphone à l'oreille, le visage tendu. Il est revenu et a dit « Ils sont là ». Qui, ai-je demandé, même si mon estomac le savait déjà. Votre mère et votre frère. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ici, à la banque? Marc a hoché la tête. Ils sont à l'accueil. Ils exigent de vous parler. Ils prétendent que vous êtes confuse. Le stylo de Maître Moreau s'est arrêté en l'air. Ils ont été rapides, a-t-elle noté. Voulez-vous rester ici, a demandé Marc. Je me suis levé. Mes genoux étaient faibles, mais mon esprit était lucide d'une manière qu'il n'avait pas été de toute la nuit. Non, ai-je dit. Je veux les entendre essayer. Nous avons descendu le couloir ensemble. La voix de ma mère coupait le hall comme si elle avait apporté son propre orage. C'est ridicule, s'emportait-elle. Ma fille n'a pas la capacité de gérer ses finances. Elle est instable. Nous devons sécuriser ses comptes avant qu'elle ne gâche sa vie. Lucas se tenait à côté d'elle, les bras croisés, jouant la patience vertueuse. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé de soulagement, comme si j'étais arrivé pour être réparé. Camille, a dit ma mère, son ton devenant mielleux en un clin d'œil. Te voilà. Allez, ma puce. Rentrons à la maison pour discuter. Je l'ai regardé. Tu m'as jeté dehors. Le sourire de ma mère a tressailli. On a eu un désaccord. Tu m'as tendu un sac d'ordures, ai-je dit. Le jour de Pâques. Lucas a ricané. Arrête d'exagérer. Maître Moreau s'est avancé, calme comme une lame. Madame, votre fille est représentée dans une affaire de fraude. Toute tentative de pression concernant des instruments financiers sera consignée. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Je suis sa mère. Maître Moreau n'a pas scié. Ce n'est pas un titre juridique. La mâchoire de Lucas s'est serrée. C'est délirant, a-t-il dit, la voix montant d'un ton. Elle en fait tout un plat parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise non. Je l'ai fixé dans les yeux. Tu as déjà utilisé mon nom, ai-je dit calmement. Son visage a vacillé. Juste un instant, mais c'était suffisant. Ma mère s'est approchée, baissant la voix. Camille, ne fais pas ça en public. J'ai presque souri. C'est vous qui l'avez fait. Lucas s'est penché vers moi, les dents serrées. On avait un rendez-vous, a-t-il sifflé. Tu étais censé venir. Un rendez-vous pour éponger tes dettes avec mon identité, ai-je répondu. La voix de ma mère est montée, aiguë et familière, tu n'es capable de rien par toi-même. J'ai levé légèrement la carte noire. Je viens de prouver le contraire, ai-je dit. Je suis venue ici toute seule. Marc a fait un signe discret à la sécurité, un geste qui n'avait rien de dramatique mais qui semblait inéluctable. Ma mère a protesté. Lucas a essayé de parler par-dessus elle. Leur voix résonnait sur le marbre et le verre sous le regard des inconnus. Puis ils ont été escortés vers la sortie, avec fermeté et politesse, devant témoins. Ma mère s'est retournée une dernière fois, les yeux brûlants, comme si elle pouvait encore me maudire pour m'obliger à obéir. Lucas n'a pas regardé en arrière. Il avait l'air d'un animal acculé. Après leur départ, mon téléphone s'est allumé comme une sirène. Maman, appelle-moi immédiatement. Papa, n'aggrave pas les choses. Lucas, tu vas tout gâcher. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots cessent d'être du langage pour devenir des preuves. Maître Moreau n'a pas offert de réconfort. Elle a proposé la suite. On dépose plainte, a-t-elle dit. Officiellement, aujourd'hui. Contre ma famille? Ai-je demandé, et ma voix a craqué sur le mot famille. Le regard de Maître Moreau était soutenu. Contre quiconque a usurpé votre identité. Cette phrase a provoqué un déclic. Elle séparait le mensonge du fait. Ce soir-là, les messages de mes parents ont changé de costume. La colère s'est muée en inquiétude, les menaces en soucis. Es-tu en sécurité? Rentre à la maison. Parlons comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Le silence est la seule frontière qu'ils ne peuvent pas franchir. En 48 heures, le récit de ma vie a basculé.
discrètement, sur le papier, dans des systèmes qui se fichent de savoir qui vous a élevé. Le blocage pour fraude a signalé l'ancien passif. Le prêteur a ouvert une enquête interne. Le dossier de la fiducie, le dossier de ma grand-mère, a été transmis aux enquêteurs. Ce n'était pas parce que j'avais supplié, mais parce qu'Élise avait monté le dossier avant même que je sache que j'en aurais besoin. Une semaine plus tard, Maître Moreau m'a appelé d'une voix calme, comme celle d'un médecin avant de rendre un diagnostic. Ils ont tenté un autre refinancement, a-t-elle dit. Ça a été rejeté. Et enregistré. Qui? Ai-je demandé, même si je le savais. Votre frère, a-t-elle dit, et votre père comme co-emprunteur. J'ai fermé les yeux. La trahison n'était pas dans les cris. Ce n'était pas le sac poubelle. C'était l'idée que mon identité leur appartenait, même quand je n'étais pas la bienvenue à leur table. J'ai emménagé dans un nouvel appartement un mois plus tard. Rien de luxueux, juste propre et à moi. J'ai bloqué les numéros. J'ai mis de la distance. Le silence m'a semblé étrange au début, comme un symptôme de sevrage. La première fois que j'ai fait les courses après le déblocage de mes fonds, j'ai pleuré dans le rayon des céréales. Pas parce que j'étais riche, je ne l'étais pas. Mais parce que personne ne surveillait mon chariot. Personne ne comptait ce qu'on pouvait me prendre. J'ai choisi ce que j'aimais. J'ai payé. Je suis sorti au soleil et j'ai réalisé que la liberté peut être d'une banalité déconcertante, et c'était précisément le but. Les nouvelles vont vite dans les petits cercles. Ma mère a appelé toute la parenté pour me dépeindre comme instable. Ça s'est retourné contre elle quand elle a dû expliquer pourquoi j'avais dormi dans ma voiture à Pâques, pourquoi sa fille émotive avait été laissée sans abri. Mon père s'est présenté une fois devant mon nouvel immeuble et s'est tenu là comme s'il possédait le trottoir, laissant un message vocal qui sonnait presque humain, on peut s'arranger. Je l'ai supprimé. Lucas a envoyé un dernier message, dis-leur juste que c'était une erreur. Puis il s'est tu quand il a compris qu'il n'y avait plus aucune faille où s'immiscer. La conséquence n'a pas été qu'ils deviennent soudainement de meilleures personnes. La conséquence a été plus simple, ils ont perdu l'accès. Et sans accès, leur amour a cessé d'arriver. Le premier dimanche après tout ça, j'ai conduit jusqu'au cimetière où Élise est enterrée. Je n'ai pas apporté de fleurs. J'ai apporté la carte. Je me suis assise sur le rebord comme une enfant et je l'ai tenue dans ma paume jusqu'à ce qu'elle se réchauffe. Tu ne m'as pas laissé d'argent, ai-je chuchoté. Tu m'as laissé un dossier. Le vent faisait bouger les herbes sèches. J'ai pensé à ses mains, petites, fermes, pressant la carte dans la mienne comme si elle me donnait la permission de survivre. La phrase de ma mère était faite pour me briser. Ma grand-mère en a fait une clé. Si l'amour ne se manifeste que lorsque vous êtes utile, ce n'est pas de l'amour. C'est un contrat. Et s'en aller n'est pas un échec.